Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Un journal en grande partie consacré à la visite du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, ici en Martinique. Un déplacement de 48 heures, des annonces pour répondre à la violence et au trafic de drogue grandissant. Un magistrat de liaison avec Sainte-Lucie promis, la première pierre de la structure vers la sortie posée. Cela suffira-t-il à apaiser les tensions dans le milieu carcéral? Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, est l'invité de ce journal. Le François, concentré de musique durant un week-end, des concerts, des activités culturelles, des visites. La commune s'apprête à accueillir des centaines de visiteurs. Et puis Be Caribbean sera aussi sur scène à l'espace Fila, concept musical emmené par Joël Jacoulet. Je vous le disais donc, c'est une toute première visite pour le garde des Sceaux, le centre pénitentiaire de Ducos, surpopulation carcérale, taux de remplissage à 135%. Comment accompagner vers la sortie dans ce contexte? Une promesse obtenue en 2018 et actée aujourd'hui avec la pose de la première pierre de la structure d'accompagnement vers la sortie. Livraison au plus tard, premier trimestre 2025. Corinne Jean-Joseph et Marc-François Calmont. Préparer les détenus à leur retour dans la société, ce sera la mission de cette structure d'accompagnement vers la sortie. Alors si la première pierre a été posée par le ministre de la Justice, le projet a été défendu et porté par la sénatrice. Elle a voulu une structure adaptée au profil des détenus martiniquais. Beaucoup de jeunes sur des courtes peines. Dans cette ambiance, on ne peut pas enfermer comme on enferme ailleurs, avec des gens qui prennent perpète ou des gens qui sont sur de très longues peines. Donc ce SAS faisait partie de ce projet. Il s'agira de la toute première structure d'accompagnement vers la sortie de l'outre-mer, la Martinique territoire pilote, car ici, la réinsertion des ex-détenus pose problème. C'est important que l'État français s'engage pour construire une structure d'accompagnement vers la sortie des personnes qui ont été condamnées en Martinique et qui sont détenues à Ducos. Des conditions de détention, mais également des conditions de travail au cœur de cette visite ministérielle. Éric Dupond-Moretti qui a félicité les surveillants, des surveillants qui ont travaillé de concert avec la sénatrice pour la création de cette SAS. Cette première pose de cette pierre du garde des Sceaux est quand même un signe fort pour nous. Nous ne souhaitons pas maintenant que cette structure se transforme finalement en tout carcéral. Il faut vraiment qu'elle soit un tampon entre la détention et la sortie, de sorte effectivement qu'on puisse préparer la sortie. Parce que le but dans cette histoire, c'est de lutter contre la récidive. Le ministre a annoncé la création d'une antenne du travail d'intérêt général. Il a annoncé la création d'un atelier de travail pénitentiaire, un détenu, un travail, la formation professionnelle conjointement avec le président de l'exécutif, Serge Letchimy, qui est maître d'œuvre, cette école de la troisième chance pour les sortants de prison. Je crois que la prison doit prendre son tournant. Une visite ministérielle saluée par le personnel pénitentiaire. La structure d'accompagnement vers la sortie sera livrée au premier trimestre 2025. Éric Dupond-Moretti est notre invité ce soir. Bonsoir, monsieur le ministre. Merci beaucoup d'être avec nous. La surpopulation carcérale, elle est chronique, elle ne date pas d'hier, elle date au moins des années 90. Vous, dans votre loi de programmation que vous avez proposée en Conseil des ministres, vous prévoyez 7,5 milliards d'euros pour l'ouverture de 15 000 places de prison en France. Non, je me trompe? 7,5 milliards d'euros supplémentaires pour abonder le budget de la justice. Et dans le budget de la justice, il y a le programme de construction immobilière. Et là, vous avez raison, c'est 15 000 places nettes de prison qui seront construites d'ici 2027. Et à horizon 2024, la moitié des établissements sera sortie de terre. Quel sera le rang de la Martinique? Parce qu'on parle de surpopulation carcérale, c'est partout, c'est dans toute la France. Il y a au moins, au minimum, selon le dernier rapport des prisons, 135% de taux. Alors, quel sera le critère de sélection? Alors, d'abord, il y a d'autres leviers que la construction. La construction de places nettes de prison, ça permet évidemment de lutter contre la surpopulation carcérale. Ça permet aussi, et il faut avoir une pensée pour eux, de faciliter le travail des agents pénitentiaires qui, vous le savez, est un travail particulièrement difficile. Mais il y a aussi d'autres choses. Il y a la libération sous contrainte que j'ai d'ores et déjà mise en place et qui a démarré le 1er janvier de cette année. Donc il faut laisser à cette mesure
le temps de prospérer. Elle permet une libération quand il reste un petit reliquat de peine, 3 mois, pour éviter quoi, madame? Pour éviter les sorties sèches. Sorties sèches, sans préparation, sans travail, sans logement, c'est un risque majoré de récidive. Et ce que nous voulons, c'est que les gens, quand ils ont payé leur peine, ils se réinsèrent. C'est le mot. On va parler de la réinsertion. Qui est le maître mot. On va parler de la réinsertion, monsieur le ministre, dans un instant. Je vous propose de regarder ces chiffres. Regardez, il s'agit donc des chiffres d'incarcération avec précision en Martinique. Vous le voyez, 1204 détenus écroués, 970 hébergés et 234 bracelets électroniques. Parmi eux, monsieur le ministre, il y a 100 détenus qui relèvent du grand banditisme et donc qui côtoient tous les jours de la petite délinquance et grosse délinquance en même temps. Est-ce que pour vous, c'est une problématique qu'il faut régler prioritairement en Martinique? Oui, mais pas qu'en Martinique. Parce que les taux d'occupation de Ducos, par exemple, ce n'est pas des taux extraordinaires, si j'ose dire, au regard de taux que nous avons dans un certain nombre d'établissements qui se trouvent en métropole. Oui, 135% de taux de sureffectif pratiquement dans toutes les prisons de France, même 200%. Voilà, si vous le dites très justement, il y a, si j'ose dire, bien pire. Mais quand on a dit ça, on n'est pas, évidemment, dans une démarche fataliste. Il faut lutter contre cette surpopulation. Quels sont les leviers? Je vous en ai livré un. La construction en est un deuxième. Les places de tige pour la petite délinquance. Mais c'est vrai que le grand banditisme qui côtoie la petite délinquance, c'est quelque chose qui ne va pas bien. Donc, il faut qu'on aille de l'avant. On va créer prochainement un CEF. Alors, il sera créé en Guyane, mais ça nous intéresse pour la protection des mineurs, et il y a beaucoup d'efforts à faire. Mais ce que je veux vous dire, madame, c'est que la justice, c'est 30 ans d'abandon humain, budgétaire et politique, qu'on ne peut pas tout réparer en un claquement de doigts. Il n'y a pas de baguette magique. Il n'y a pas de baguette magique. Et ici, nous créons une SAS, une structure d'accompagnement vers la sortie, ce qui permet là encore d'éviter... Ce ne sont pas des places supplémentaires, permettez-moi. Ce sont des places supplémentaires. Alors, ce sont évidemment. Des places en fin de détention. Mais ce ne sont pas des ouvertures de places. Ce qui est à Ducos, madame, là, et ceux qui vont arriver en fin de peine, vont, si j'ose dire, aller dans la structure d'accompagnement vers la sortie. Ceux qui sont en fin de peine. Oui, mais ça va soulager l'établissement initial. Vous savez, les agents pénitentiaires avec lesquels j'ai évidemment échangé ce matin, parce que le sens d'une visite ministérielle, c'est aussi d'échanger sur le terrain. Ils attendent avec beaucoup d'impatience l'ouverture de cette SAS. Et elle a pour objet, là aussi, d'éviter, je le redis, ces mon mantra, les sorties sèches, pour aller vers une plus grande réinsertion et donc, bien sûr, moins de récidives. On va parler de réinsertion, justement. Qu'y a-t-il à la sortie après de lourdes peines de prison? Voici le témoignage de 2 anciens détenus. Tous 2 ont replongé. C'est le manque de perspectives d'avenir, selon eux, qui les a fait retomber dans la délinquance et la criminalité. Parole de détenus au micro de Corinne Jean-Joseph et Eddie Belrose. L'insertion, un véritable parcours du combattant pour les ex-détenus. En prison, c'est leur statut qui détermine l'accompagnement auquel ils ont droit. Là-bas, les condamnés bénéficient de formation, mais les autres, ceux qui attendent leur procès, c'est-à-dire les prévenus comme Ryan, n'ont droit à rien. Lui, il a été incarcéré à 2 reprises, car c'est une sortie sèche qui a suivi sa première incarcération. Pendant 6 ans, j'ai été amené, tu sais, on m'ouvre, on m'enferme, on me dit la gamelle, le repas arrive, t-shirt, monsieur, habillez-vous bien, tu vois, pendant 6 ans, c'est comme ça. Donc, tu vois, à un moment, je me suis mis à vivre comme ça, tu vois, à un moment, j'étais habitué à cette vie-là. Donc, quand on m'a dit qu'on me libérait, limite, j'avais peur. Je savais qu'en vrai, quand je sortais, je savais qu'un jour, j'allais retourner en prison. Je savais ça. Je savais qu'un jour, j'allais retourner en prison. Ça a pris du temps. En prison, Ryan aurait voulu, selon ses dires, mettre son temps libre au profit d'une formation. Mais impossible. Il était enfermé 22 heures sur 24 dans une cellule de 5 mètres carrés avec son co-détenu en maison d'arrêt. En tout cas, nous, les détenus, il n'y a pas de problème. On s'entraide. C'est la réinsertion, c'est le problème de réinsertion, les activités. C'est ce qu'il n'y a pas en prison qui fait qu'il y aura toujours des violences, tu vois, que ce soit entre détenus ou entre détenus et personnel, tu vois, de surveillance. Ça fait 10 ans que je fais de la détention, j'ai jamais été appelé pour un poste, tu vois, j'ai jamais travaillé.
C'est livré à toi-même, donc j'étais obligé de me faire entendre des fois, crier, jouer dans ma détention pour pouvoir aller jouer au football 1 heure de temps. Et c'est pas normal. Sinon, tu passes toute ta C'est pas journée normal. comme ça? Mais je vais pas passer toute ma journée comme ça, je vais aller battre quelqu'un pour me défouler. S'il est certain que la majorité des détenus ne sont pas des enfants de cœur, la vie carcérale est un accélérateur de violence. Nicolas Dillarouge connaît parfaitement le milieu. Il a fait 5 allers-retours en prison. J'ai passé quand même déjà 11 ans derrière les barreaux et franchement, c'est pas quelque chose que je demande pour qui que ce soit parce que c'est pas aussi facile qu'on le pense. Il y en a, c'est SMPR, ils prennent combien de comprimés, il y en a qui se prennent, il y en a, ça finit mal pour eux. Chanteur, auteur d'un livre, il a aussi créé une association dans laquelle il tente d'accompagner des jeunes. La Rouge est ce que l'on appelle un expert du vécu. Quand le jeune il sort des fois après combien d'années, il n'a pas de logement, il n'a rien. Bon après ce niveau-là, c'est pas le niveau du SPIP, mais bon quand tu sors, tu n'as pas de logement, tu n'as pas de revenus comme il faut, bon c'est clair, tu vas retourner à faire des bêtises. La détention est appelée l'école du crime. L'insertion pourrait être une des solutions, surtout lorsqu'on sait qu'en Martinique, 7 détenus sur 10 retournent en prison. Éric Dupond-Moretti, 7 prisonniers sur 10 retournent en prison. Il y a donc de la récidive. Est-ce que ce n'est pas la démonstration, finalement, d'un échec du travail de réinsertion normalement proposé en prison? Madame, j'ai créé, et j'en suis particulièrement fier, le contrat d'emploi pénitentiaire. Il permet en réalité, grâce à des avantages salariaux, à des patrons de venir en prison, au cœur de l'établissement pénitentiaire, pour permettre à des détenus de travailler. Et je dois vous dire d'ailleurs qu'à Ducos, j'ai ce matin inauguré un atelier qui permet aux détenus de travailler. Et la Martinique pénitentiaire est en pointe sur ces questions, puisque vous avez ici un taux de détenus travailleurs qui est nettement supérieur à ce que connaissent, je voudrais terminer, les autres territoires ultramarins. Mais madame, c'est à développer. Ce soir, je rencontrerai des acteurs du monde économique et je leur dirai qu'il faut aller en prison pour offrir davantage de travail. J'ai d'ailleurs subordonné l'octroi des remises automatiques de peine à un effort. C'est quoi l'effort? Ça peut être pour certains jeunes de se lever le matin. Ça peut être d'apprendre à lire, d'apprendre à écrire, de se désintoxiquer et de travailler. Et donc, il y a un appel que je lance à l'ensemble du patronat français. J'ai fait un certain nombre de réunions pour que l'on permette aux détenus de travailler. Parce que s'ils travaillent, ils se forment. Et le travail, nous le savons, c'est un des leviers pour éviter la récidive. Ce que d'ailleurs vous disent ces 2 détenus. Maintenant, disons les choses, leur présentation est un peu simpliste parce que la prison, ça sert aussi, et il ne faut pas l'oublier, à punir. Donc ce sont des cas à part pour vous. Éric Dupond-Moretti, de manière philosophique peut-être, est-ce que la réponse pénale est forcément l'incarcération? Le débat est ouvert, on le sait. Mais pas du tout, madame. C'est la raison pour laquelle j'ai considérablement développé les offres de travail d'intérêt général, les TIG. Et dans les circulaires que j'ai prises de politique pénale, c'est moi qui conduis la politique pénale du gouvernement, je demande à la fois beaucoup de fermeté, chaque fois que cela est nécessaire, mais beaucoup de nuances également, notamment lorsqu'il s'agit de primo-délinquants, jeunes, et dans le cadre d'une délinquance qui n'est pas de la grande délinquance. On a considérablement augmenté le nombre de places de travail d'intérêt général. Et je demande aux procureurs généraux de faire en sorte que ces peines, car ce sont des peines, soient requises chaque fois qu'on le peut. Et là aussi, on a parfois affaire à des jeunes, et le TIG, le travail d'intérêt général, représente pour eux la première expérience professionnelle. Donc tout ça, c'est un maillage qu'il faut évidemment envisager dans sa complétude et avec beaucoup de nuances. Je continue de parler des solutions pour éviter aussi l'incarcération. L'autorité indépendante de la régulation des lieux de privation et de liberté recommande depuis 2017 un mécanisme de régulation. Ça veut dire un détenu qui rentre, un autre qui sort. Est-ce que c'est possible ce schéma? Non, c'est pas possible. Je pense que c'est pas constitutionnel. La contrôleuse générale des lieux de privation de liberté exprime cela. Je suis pas d'accord avec ça. Et ce serait injuste. Parce que dans une prison surpeuplée, où il y a un ressort, un tribunal judiciaire, on n'incarcère plus. Ce quota est quelque chose qui ne peut pas être mis en place. Moi, je n'y suis pas favorable. En revanche,
que tous les autres leviers soient mis à disposition, évidemment, de l'administration pénitentiaire et des juridictions, oui, ça me paraît utile et ça doit être développé. On va continuer sur votre visite. Le ministre qui a inauguré en fin d'après-midi une antenne de l'agence de gestion et de découvrement des avoirs saisis et confisqués, la GRASC, à Fort-de-France, sous tutelle des ministères de la Justice et du Budget. Cet établissement public a pour rôle l'amélioration du traitement judiciaire des saisies et des confiscations en matière pénale. Les explications du directeur général de la GRASC, Nicolas Bessonne. Un criminel acquiert de la richesse, les juges et les policiers saisissent cette richesse et nous sommes chargés de la valoriser, de les aider dans leur action pour vendre les biens et puis affecter ensuite le produit de ces biens à des missions d'intérêt général, que ce soit au budget général de l'État ou à différents fonds de concours. Qui ne peut pas être d'accord avec l'idée de priver le trafiquant de drogue de son produit criminel et de réattribuer les sommes à des missions d'intérêt général pour financer un véhicule de police, pour mettre une action d'utilité publique. Et ça a été le cas en Guadeloupe très récemment. L'immeuble, la villa, saisi à un trafiquant, saisi à un délinquant, a été par exemple affecté à une association d'utilité publique. Donc c'est un retour direct à la population de ce que finalement les délinquants leur ont volé. Et la visite du ministre de la Justice avait commencé ce matin par un entretien à la CTM avec Serge Letchimy. Éric Dupond-Moretti a été accueilli au bruit des casseroles. Une quarantaine de manifestants s'étaient positionnés en signe de ralliement au mouvement citoyen national contre la réforme des retraites. Edilia Eugène Mormain et Patrice Châteaudégard. Il n'aura pas échappé au concert de casseroles. Devant la CTM, le ministre de la Justice peine à entendre les mots de bienvenue de son hôte. Le message des manifestants, en revanche, est énoncé haut et clair. L'interdiction de manifester ne les a pas dissuadés, pas plus que les fourgons de gendarmerie et convois de policiers déployés autour du ministre. Il n'a pas été dit à aucun moment qu'on n'avait pas à manifester devant la CTM. Donc aujourd'hui, nous sommes là. Nous ne sommes pas venus combattre ni guerroyer contre le ministre. Nous sommes venus lui dire que nous n'avons pas oublié tout ce qui s'est passé, la réforme des retraites et autres. Nous n'acceptons pas des interdictions de manifester à Fort-de-France. Nous disons que là, les gens qu'il faut poursuivre, qu'il faut condamner, ce sont les criminels, les empoisonneurs et leurs complices, et non les militants, et non tenter de faire des intimidations en faisant des interdictions qu'on n'a pas vues depuis je ne sais combien de décennies. Le cortège est maintenu à distance, mais poursuit ses efforts. On essaie de trouver les bonnes vibrations spirituelles ce jour de l'ascension. L'espoir est de susciter une réaction du ministre. S'il daigne nous recevoir, on discutera avec lui, entendre nos doléances, ce que nous sommes venus en tant que responsables, discuter avec eux. Mais en fait, c'est montrer qu'on existe. L'échange réclamé n'aura pas lieu. Au bout d'une heure d'entretien avec Serge Letchimy, le convoi ministériel reprend la route, sans passer devant l'entrée principale et les manifestants. Éric Dupond-Moretti, oui. Silence complet. Vous avez pourtant vu ces manifestants, vous n'avez pas l'intention de les recevoir. Vous n'étiez pas venu pour cela. Non mais madame, j'aurais pu les recevoir, mais se faire accueillir avec des casseroles. Au bruit des casseroles. Bon, si en réponse à vos questions, je sortais une casserole, vous considéreriez, vous auriez raison, que ça n'est pas un échange raisonnable. Voilà, c'est pas à coup de casserole qu'on arrange la justice de ce pays. Je suis venu annoncer des personnels supplémentaires. 33 millions d'euros du COS, la création de la SAS que nous avons inaugurée. La GRASC, qui est quelque chose d'absolument formidable, Nicolas Bessonne en a parlé. Qu'est-ce que c'est ? C'est dire que bien mal acquis ne doit plus profiter. En réalité, ce sont des avoirs criminels, on les confisque et on peut, madame, les redistribuer à des associations caritatives. Mais là, eux, ils parlent de chlordécone. Non mais j'entends bien. Ils parlent de non-lieu. Le garde des Sceaux... Ils parlent d'injustice. J'ai compris, madame. Je sais à quel point c'est un sujet sensible. Je rappelle d'ailleurs que le président de la République a courageusement évoqué la responsabilité de l'État. Pour le reste, je ne fuis pas d'éventuelles questions. Alors, quelle est votre marge de manœuvre, monsieur le ministre, sur ce sujet ? Ma marge de manœuvre, je la tiens de la Constitution de notre pays, qui interdit, madame, au garde des Sceaux de faire quelque commentaire que ce soit sur une affaire judiciaire, en particulier d'ailleurs quand elle n'est pas encore terminée. Je ne peux pas faire de commentaires. J'entends cette émotion. Si on était venu me voir
sans casserolade, j'aurais pu évidemment discuter. Moi, j'aime le contact, j'aime rencontrer les gens, j'aime parler avec eux. Et je leur aurais dit d'ailleurs ce que je suis en train de vous dire. Le garde des Sceaux, dans ce pays, et c'est très bien comme ça, l'état de droit impose que l'on n'intervienne pas dans les décisions de justice et même qu'on ne les commande pas. Alors vous comprendrez, madame, que je suis un peu surpris par cela. J'aurais très bien pu leur dire, mais on ne peut pas dialoguer avec des casseroles et des cuillères dans la main. Vous êtes là encore demain, peut-être prévoyez-vous de les rencontrer? Mais si ils viennent me demander un certain nombre de choses, demain, gentiment, aimablement, vous vous engagez en tout cas à les recevoir éventuellement demain. Dans un dialogue constructif, je leur dirai ce que je vous dis, la Constitution de notre pays, que je suis quand même tenu de respecter, comme nous tous. Alors, vous interdit au garde des Sceaux de commenter une décision de justice. Vous êtes également présent pour la Saint-Yves, patron des avocats. Demain, vous serez à la cour d'appel. On va regarder ces chiffres, monsieur le ministre. 26 000 affaires traitées par la gendarmerie et la police et seulement 1600 présentées au tribunal. Comment expliquer ce rapport? Est-ce que c'est un manque d'effectifs? Alors, sans doute, mais c'est la raison pour laquelle, moi, je viens apporter des personnels supplémentaires. Et c'est 4 magistrats en Guadeloupe, combien ici? Alors, attendez, ici, il y aura 4 magistrats de plus, 1 au parquet, 3 au siège, et celui du parquet est un magistrat GIRS, chargé d'une criminalité... Du grand banditisme. Le grand banditisme, très bien. Il y aura également, madame, un magistrat de liaison à Sainte-Lucie, extrêmement important. C'est Serge Letchimy qui était venu me voir à la chancellerie. On a eu un dialogue très constructif qui m'avait suggéré cela. Et dans la co-construction, je lui ai dit dans un premier temps, je vais réfléchir, on va regarder. Et puis j'ai effectivement estimé que c'était très utile. Nous y voilà. Nous aurons également des contractuels supplémentaires. Je vais vous dire d'ailleurs à ce propos quelque chose d'important. Dans le registre de la protection, les tutelles, les curatelles, vous savez quel est le tour de force qu'a réussi le tribunal judiciaire de Fort-de-France, déstocké, madame, à hauteur de 75%. Ça, c'est grâce aux contractuels que nous avons envoyés, aux magistrats, aux greffiers qui ne ménagent pas leurs énergies. Moins 75%. C'est un chiffre qui est nettement au-dessus des chiffres métropolitains. C'est vous dire que la justice martiniquaise, elle est proactive. Maintenant, il faut renforcer les effectifs, bien sûr, c'est vrai, mais je le redis. Après 30 ans d'abandon politique, budgétaire et humain, on ne peut pas, avec une baguette magique, dire que tout est réparé. Et ce que nous allons faire, c'est embaucher 1500 magistrats de plus, 1500 greffiers de plus, des contractuels, des personnels pénitentiaires, et bien sûr, la Martinique profitera, comme toutes les juridictions, de cette embauche historique. Merci beaucoup, Éric. Merci à vous, madame. Moretti, merci beaucoup d'avoir été l'invité de ce journal. Et demain, votre visite continue, je le disais. Oui. Merci beaucoup. Dans le reste de l'actualité, un mort hier sur la route, quartier Mangovulsin. La victime est un ancien footballeur du Réveil sportif. Il était à moto, son fils de 15 ans passager, blessé gravement. L'accident s'est produit vers 23h. Accident qui fait passer à 13 le nombre de personnes ayant perdu la vie suite à un accident de la route en Martinique depuis janvier. Direction maintenant le Guyana, où tout un village amérindien se bat pour reprendre possession de ses terres exploitées par une société aurifère. Une bataille judiciaire engagée depuis des années, une affaire assez emblématique de ce qui se passe dans tout le pays en matière d'exploitation minière et de violation des droits des peuples autochtones. Michel Gendre. C'est un tout petit village perdu au cœur des forêts du nord du Guyana. Le Chinese Landing, c'est son nom, n'est accessible que par le fleuve. Quelques 200 Amérindiens vivent ici sur un territoire qui ne cesse de se rétrécir et se dégrader. En cause une société minière. Elle s'accapare de terrain pour trouver de l'or, coupe les arbres de ce territoire amérindien pourtant reconnu et validé par un titre foncier. Une bataille judiciaire est en cours depuis 20 ans, sans réussir à ce jour à chasser ce concessionnaire, détenteur d'un permis minier du gouvernement.
C'est comme si une partie de nous avait été enlevée. Cette terre a été détruite. Nous savons que nous ne récupérerons jamais ce qui a été enlevé. Et quelle que soit la substance toxique qui s'y trouve, nous devrons y faire face. C'est dur, vraiment dur. Comme une saignée au milieu de la forêt, l'exploitation minière s'étend sur 1400 hectares, l'équivalent de 2000 terrains de football. Et les dégâts sont considérables sur l'environnement des villageois, à commencer par la pollution des cours d'eau, vitale pour boire, cuisiner et se laver. Ce ruisseau, situé derrière la maison de cette femme de 66 ans, provoque aujourd'hui maux d'estomac et éruptions cutanées. Tu vois avec quoi on se baigne? De l'eau sale. C'est pourquoi la nuit nous sommes comme ça. Tous les enfants se grattent. L'extraction de l'or a pris le pas sur le bien-être des communautés amérindiennes. Sur cette carte, les concessions minières représentées ici en bleu pullulent et même empiètent sur le territoire des Amérindiens. S'ils ne représentent que 10% de la population du Guyana, leurs terres abritent d'importants gisements en or et sont âprement convoitées. Emalda, la doyenne du village, peine aujourd'hui à survivre et à cultiver son manioc. Maintenant, je ne peux plus travailler dans mon propre jardin. Des étrangers viennent et nous privent de nos droits. Les droits fonciers des Amérindiens sont sacrifiés sur l'autel de la croissance. Le Guyana est en plein boom économique. La découverte d'importants gisements pétroliers assure un avenir radieux, même si l'or reste une valeur sûre, assurant 15% de la richesse du pays. Les yeux de la Martinique rivés sur le François, la commune fait son festival. Outre les concerts prévus à la Palouza, la municipalité a mis en place des animations autour d'un village artisanal sur la place des Fêtes au bourg. Objectif affiché, doper l'attractivité économique et culturelle de la commune. Reportage Christophe Arnerin et Thierry Maisonneuve. C'est l'une des attractions phares du festival franciscain, le marché artisanal installé de jeudi à dimanche sur la place des Fêtes au bourg du François. Au détour des allées, les premiers visiteurs apprécient la découverte de nouveaux savoir-faire. Je fais le marché parce que ça me permet de découvrir les artisans, ce qui se fait, et je suis très agréablement surprise de voir qu'il y a effectivement des artisans qui promettent, qui font de très belles choses. Une formidable opportunité pour les artisans qui ont l'occasion d'exposer leur travail, mais surtout de recueillir de précieux commentaires utiles au développement de leur activité. Mon agriculteur est du François, donc je voulais aussi valoriser son travail, qui est aussi le travail que je peux proposer à tous les franciscains et à toute la Martinique. Et il n'y a pas que le travail franciscain qui est mis en avant sur les stands. Tous les fleurons de l'artisanat martiniquais ont tenu à participer à ce village. Ça rapporte quand même, oui. Ça rapporte surtout humainement. Les rencontres sont beaucoup plus intéressantes souvent. Là, on peut parler de ce que l'on fait, on peut montrer, on peut dire toutes les étapes de ce que l'on fait. Et je trouve que c'est beaucoup mieux et c'est beaucoup plus enrichissant. Au centre de ce village, mais aussi aux alentours, des animations musicales et culturelles consacrées aux arts locaux. Dès ce soir, Celle et Dédé Saint-Prix seront sur scène. Qu'est-ce qu'il représente pour vous ce festival? Qu'est-ce qu'il a comme symbole? On va dire la résurrection du François. La résurrection, pourquoi? Parce que la commune revit. Et ça fait longtemps qu'on attendait ça. Venez au François, prenez le temps de découvrir tout ça, faites un tour et vous verrez que c'est une commune merveilleuse. C'est ce qu'on veut déclencher chez le Martiniquais et le touriste. C'est un déclic pour qu'on ne passe plus au François, mais qu'on vienne au François. Entre le marché artisanal, les excursions, les activités sportives et les concerts programmés, ce sont un peu plus de 15 000 personnes qui sont attendues ce week-end au François. Et dans le cadre du festival, les musiciens regroupés sous la houlette de Big Caribbean de Joël Jacoulet étaient en répétition hier soir au studio de Balata. Ils joueront le 19 mai à l'espace Filia. Un extrait capté par Marc-François Calmeau.
Là, on est en répétition pour le concert qui aura lieu le 19 mai à l'espace Filia au François. Un concert qui va réunir sous l'appellation Big Caribbean Family un petit peu tous les artistes que j'ai eu la chance, l'honneur de produire, pour qui j'ai eu l'honneur de composer des titres. Et donc voilà, comme en plus c'est une manière de fêter mon anniversaire, puisque j'ai annoncé que j'ai eu 50 ans cette année, voilà, et donc j'ai voulu marquer le coup. Et ce concert m'a donné l'opportunité de réunir tout le monde. Donc c'est un concert où il y aura Éric Pédurand, Stevie Maï, Victor O, Izzy Kenenga, Jeanne Baudry, Goldie, Silka Sarah. Et donc voilà, on va faire un seul concert où tout le monde sera mélangé, les gens vont participer, chacun va participer un petit peu sur les morceaux de tout le monde. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis le mot family, parce que ça va être une fête de famille. Et voilà, nous terminons ce journal en musique. Je vous rappelle l'une des informations que nous avons évoquées, en grande partie un journal consacré à la visite d'Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, en visite chez nous pour 48 heures. Première journée de visite à la prison de Ducos, une structure vers la sortie de 120 places inaugurée. La première pierre a été posée et un entretien avec Serge Letchimy, le président de la collectivité. Et puis ce soir, le garde des Sceaux a annoncé la mise en place de 4 magistrats supplémentaires. Demain, il sera à la cour d'appel pour la Saint-Yves, patron des avocats. Voilà, dans un instant, l'actualité nationale et internationale. Restez avec nous.